Bonjour à tous. Bien, alors on va s'organiser de la manière suivante. Donc autour de moi, je commence à remercier monsieur le sénateur qui nous fait, mais il était déjà là l'an dernier, me semble-t-il, l'honneur de sa présence constante à ces cérémonies. L'ensemble des vice-présidents, conseillers délégués et d'autres membres du syndicat de l'Orge. Beaucoup de nos partenaires, notamment partenaires industriels, hein, c'est important. Puis il y a des maires qui sont membres du syndicat qui sont venus. Alors, Servicecom voulait nous présenter rapidement une action qu'on va lancer. Et après, je m'exprimerai. Allez. Cette campagne, elle a une volonté, c'est celle de rajeunir la campagne de sensibilisation emblématique du syndicat, qui pour les plus anciens s'en rappellent, et qui avait comme message « Ce que vous jetez dans la rue finit dans la rivière ». Elle a également un enjeu, c'est sensibiliser l'ensemble de la population au risque de pollution des cours d'eau. Et enfin, une ambition, c'est lutter contre l'incivisme sous toutes ses formes. Donc les cibles de cette campagne, c'est bien évidemment le grand public. Donc quand je dis grand public, c'est aussi bien les riverains de l'Orge que l'ensemble des habitants de la vallée. Et bien sûr, les entreprises du territoire avec les professionnels de l'automobile, de la restauration, du service de ménage et du bâtiment. Et alors on a choisi un message fort qui rebondit avec l'ancienne campagne. De la rue à la rivière, il n'y a qu'un mauvais geste. Donc cette campagne a été conçue en collaboration avec l'agence de communication Brief qui est parmi nous. Pour la campagne grand public, nous avons fait le choix de la décliner sur 2 affluents qui sont la Rémarde et la Samoule afin d'avoir un ancrage plus local. La campagne professionnelle, elle, se décline en 4 affiches avec qui vise un secteur chacune. Donc il y a le service nettoyage, la restauration, l'automobile et le bâtiment. Donc cette campagne a été faite en sorte qu'elle puisse être aussi utilisée pour le grand public. Donc afin qu'elle puisse être relayée sur l'ensemble du territoire au mieux, un courrier sera adressé en amont de la campagne à l'ensemble des maires et des présidents des communautés d'agglomération et de communes, ainsi qu'une conférence presse. Pour le lancement de cette campagne que nous souhaiterions d'ici printemps-été, elle sera accompagnée également d'une campagne de communication digitale sur les réseaux sociaux et le site internet et d'une opération de marquage au sol au niveau des avaloirs et des grilles sur l'ensemble du territoire. Donc effectivement, on va compter sur vous, sur l'ensemble des élus de notre territoire pour pouvoir diffuser cette campagne. Donc c'est plus facile de la diffuser dans vos bulletins municipaux, sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet. Et au niveau du marquage au sol et de l'impression de grandes affiches 4x3 qui peuvent aller dans des abribus, on aura sans doute le soutien de l'agence de l'eau puisqu'on a déjà pris des contacts avec eux pour qu'ils puissent financer ce type d'opération. Donc vraiment, on compte sur vous et j'espère qu'elle vous plaira. Merci de votre attention. Et autre nouveauté pour cette année, je fais très vite, c'est enfin le lancement de notre site internet qui sera en ligne demain, mercredi. Merci à vous. Donc je rappelle, la vocation du syndicat, c'est d'être un outil au service des communes et des communautés, ainsi que leurs représentants pour mettre en place des actions concrètes d'aménagement, d'exploitation de la vallée, c'est-à-dire à la fois de l'eau courante et d'assurer la gestion de réseaux d'eau pluviale. Je résumerai ça en disant que nous sommes un syndicat technique. Nous mettons en œuvre des savoirs, nos savoirs, ceux de certains de nos partenaires, au profit d'une politique de la rivière et de l'assainissement. Alors, je vais articuler mon propos en 4 directions. Je ne veux pas vous asséner une longue liste de travaux, je voudrais revenir sur 4 thèmes. Les inondations, l'inattendu, les opérations et les partenaires. Alors, les inondations, donc d'ailleurs il suffit d'ouvrir la radio
ou la télé, je ne sais pas, mais pour entendre que c'est un sujet qui perdure, qui a suscité beaucoup de réactions justifiées. Donc je vais quand même revenir pour expliquer quel est le rôle d'un syndicat. Donc en septembre, je dis bien en septembre 2024, après un été que certains ont qualifié de pourri, c'est-à-dire non ensoleillé, il y a eu des précipitations, je dis bien au mois de septembre, 3 fois plus importantes que la normale, c'est-à-dire 150 mm d'eau au lieu de 50. Ce qui veut dire que le sol était, fin septembre, gorgé d'eau. Le 9 octobre, il est tombé plus de 50 mm d'eau, alors que Météo France, sans localiser les chutes d'eau, en annonçait la moitié. Le 17 octobre, alors même que les bassins n'avaient pas pu être vidés, il est retombé environ 40 mm d'eau. Il en est résulté, ce que nous avons tous vécu, des inondations exceptionnelles, avec un comportement de la rivière et des inondations que nous ne connaissions pas, à savoir une montée extrêmement rapide que nous craignions et qui est arrivée, des eaux en amont, avec des eaux provenant des forêts de Rambouillet et de terrains agricoles, ce qui veut dire qu'il y a eu une vague, l'équivalent d'une vague, de plus d'1 mètre, qui s'est propagée en à peu près 5 jours de l'amont à l'aval. Mais on a toutes les courbes, c'est l'équivalent d'une vague, lente, mais une vague. 5 jours pour faire en grosso modo Dourdan-Juvisy, sur une rivière qui était déjà prête à déborder, alors même qu'il ne pleuvait plus. Donc là, en termes d'explication, il a fallu beaucoup de travail. En amont, ça a correspondu à une crue centennale, en aval, une crue cinquantennale. Donc c'est effectivement quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ça veut dire clairement que toutes les constructions qui étaient en zone inondable, ou à peu près toutes, ont été inondées. Sinon, ce ne seraient pas des zones inondables. Puisque les zones inondables, elles sont quand même dans nos PLU identifiées, je dirais, en fonction de leur cote par rapport au niveau de la rivière. Il n'y a pas de mystère, ce n'est pas une zone inondable parce qu'on le veut ou parce qu'on le peut. C'est une question de géologie. Voilà. Alors évidemment, les débits en face de ça, on avait des débits qui sont 10 fois la normale. D'ailleurs, le phénomène est tel qu'il y a 2 sous-phénomènes en quelque sorte, à savoir qu'il y a eu des inondations, non pas en fond de vallée, mais sur les plateaux, parce que sur les plateaux, je dirais au-delà de l'Orge, de la Pretzel, de la Rémarde, en haut, il y a des endroits où il y a des petites déclivités. L'eau a rempli des cuvettes, on va les appeler comme ça, c'est pas en fond de vallée, mais ça remplit des cuvettes. Et d'ailleurs, ça a provoqué à la fois des ruissellements urbains et des débordements de réseaux, y compris des réseaux d'eau usée, parce que quand il y a de l'eau partout au niveau du sol, ça sature les réseaux d'eau usée qui eux-mêmes débordent. La situation critique perdure. Aujourd'hui, dès qu'il y a la moindre pluie, on est assailli de coups de téléphone, donc qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, le niveau de la rivière monte immédiatement. Parce que les sols sont gorgés d'eau. Sol gorgé d'eau, c'est comme s'il était imperméable. Soyons clairs. La moindre goutte, elle tombe, elle descend. Voilà pour les circonstances. Alors, les dispositifs d'alerte, théoriquement, juridiquement, c'est la responsabilité de l'État. Bon, heureusement que nous intervenons en pratique avec nos propres dispositifs en complément de ceux de l'État. Alors, on a pu comprendre, j'alerte tout le monde, Météo France, quand ils nous font des alertes, mais ça maintenant on le connaît avec les élus, eux, ils regardent le ciel. Ils vous disent alerte inondation parce que l'eau va tomber. Mais une fois qu'elle est tombée, et c'est ce qui s'est passé le 10 octobre, Météo France lève l'alerte. Météo France, et quand on leur demande, ils disent mais nous ne sommes pas en charge de vous informer concernant les ruissellements. Nous ne regardons que l'eau qui tombe. Sauf que une fois qu'elle est tombée, elle ruisselle, elle va inonder. Voilà. Donc on a des travaux, vous voyez, des discussions avec l'État pour avoir un dispositif qui soit peut-être mieux adapté. Voilà. Nous avons, pendant ces différents épisodes, prévenu les communes et les propriétaires qui étaient abonnés à Vigiorge. On a envoyé plus de 30 messages pour essayer d'informer au maximum de manière pertinente, même si on ne peut pas informer, je dirais, sur ce qui va se passer dans chaque commune, etc. Ça, on n'en a pas les moyens. Et on a reçu plus de 1000 appels téléphoniques et d'ailleurs, on a eu 500 inscriptions supplémentaires de particuliers au dispositif Vigiorge. Voilà. Donc, chacun a rempli son rôle. Les rôles respectifs, c'est que les communes, malheureusement, sont amenées
à être en contact avec les particuliers, leurs habitants. On a été obligé de fermer des rues, ça a été le cas dans ma commune et dans beaucoup de communes. Ça, c'est la responsabilité des maires, tel que c'est généralement prévu dans les plans communaux de sauvegarde. Le syndicat, lui, surveille les cours d'eau, le niveau, informe, surveille les digues, qui est une responsabilité que nous avons. On a un certain nombre de digues et de bassins qu'on doit surveiller, et quand ils sont en eau, on doit les surveiller très régulièrement. Ça nous mobilise jour et nuit pendant ces épisodes des agents. On doit retirer les embâcles sur les rivières quand il y a des embâcles qui risquent de donner des submersions pour des ponts. Et des ponts le long de l'Orge, il y en a quand même un certain nombre. L'Orge, la Rémarde et aussi la Précelle d'ailleurs. Voilà. En revanche, je vais y revenir, il y a une énorme lacune dans le dispositif, surtout vrai en amont, c'est que nous n'avons pas les possibilités d'intervenir dans les terrains privés sur lesquels il peut y avoir dans des épisodes de ce type des embâcles. Et il y a aussi des vannes qui ne sont pas pilotées. Voilà. On a fait en novembre un dossier, je dirais, très complet pour expliquer tout ça, puisqu'on a encore vu des messages que nous avons reçus. Je vous donne une illustration. Comment se fait-il que nous soyons inondés dans la vallée de l'Orge alors que le zouave du pont de l'Alma a les pieds au sec? Vous avez donc protégé Paris. Voilà le genre de message qu'on reçoit. Voilà. Donc on a fait un dossier pour notamment expliquer que ça ne se passait pas exactement comme ça. On essayait de faire de la pédagogie, mais quand on rencontre les habitants, on arrive à expliquer tout ça. Alors, je vais tirer de tout ça 3 enseignements. Alors, la première, c'est que en matière de protection des inondations, nous avons aujourd'hui tous les plans d'action disponibles. Nous avons des schémas directeurs, j'y reviendrai un peu après. En revanche, sur l'amont, même si nous savons ce qu'il faut faire, l'essentiel des terrains sont des terrains privés, inaccessibles, qui ont, comme je l'ai dit, provoqué des débordements. Donc on a demandé l'appui de la préfecture pour essayer de pouvoir agir vis-à-vis de ces propriétaires privés. Pas simple du tout. Par ailleurs, chaque opération que nous devons mener, il faut savoir que même si elle va dans le bon sens, qu'elle est évidente, ça ne nous dispense pas de faire un dossier loi sur l'eau. Et un dossier loi sur l'eau, je n'ai pas vu de représentant de la préfecture, mais même s'ils étaient là, je ne retirerai pas mes propos. Quand on a un dossier loi sur l'eau, la préfecture a 1 an pour répondre. Donc le délai moyen est de 1 an moins 1 jour. Délai de réponse. Voilà, c'est le calcul, ça s'appelle le calcul administratif. Voilà. On a aussi pu constater à cette occasion-là qu'un certain nombre d'habitants qui n'avaient pas vécu d'inondation depuis longtemps n'étaient pas suffisamment sensibilisés ou sensibles ou précautionneux, je ne sais pas comment il faut le dire. Donc là, il va y avoir un énorme effort à faire avec les communes auprès des habitants pour leur dire vous avez été inondés, ça ne signifie pas que comme vous avez été inondés aujourd'hui, on a par un claquement de doigts la possibilité d'éviter une inondation demain, mais qu'au cas particulier, il peut y avoir des protections individuelles avec des bâtards d'eau qu'on peut mettre en place. Et on a commencé à le faire à un certain nombre d'endroits. Mais je le dis tout de suite, comme ça c'est enregistré dans le discours, les collectivités ne seront jamais en capacité d'éviter toutes les inondations. Je crois qu'il faut que nos messages soient clairs vis-à-vis de nos habitants. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais il faut qu'on le répète parce que quand on ne le répète pas, nos habitants ont tendance à considérer que nous sommes une assurance tout risque. Ce n'est pas le cas. 3e enseignement, on a vu ce que c'est qu'un bassin hydrographique. On a vu ce que c'est que d'avoir les grandes parties amont, c'est-à-dire les forêts de Rambouillet. C'est une énorme surface, ça, les forêts de Rambouillet, si vous regardez, qui se déversent dans la Rémarne. Une très grande surface. On a pu aussi constater une gestion des eaux de l'autoroute A10 assez surprenante, puisque sur la gestion de l'autoroute A10, quand les bassins ont été pleins avec la pluie a cessé, ils les ont vidés. Ce qui a aggravé les inondations sur l'aval. Comme ça, eux, ils étaient tranquilles, ils avaient retrouvé leur capacité, je dirais, de rétention d'eau pour les bassins. Donc il faut qu'on voit, c'est dans les Yvelines, c'est un autoroutier, donc voilà. Mais on le sait maintenant, donc je vais être obligé de prendre mon bâton de pèlerin pour changer de département et aller discuter de ça. Voilà. On va le faire. Autre point, les ruissellements agricoles. On n'a pas la compétence juridique
et on n'a aucun moyen financier attaché à ça. Pourtant, c'est quelque chose d'important. On a vu que ça a aggravé les inondations, donc on va essayer d'avancer dans cette direction-là. Ça ne va pas être simple. Donc voilà, j'en ai terminé avec les inondations. Alors l'inattendu. Alors l'inattendu, on va le voir de manière, je dirais, positive, ou ça permet de stimuler l'imagination, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est que l'inattendu pour un syndicat? Je vais vous en donner plusieurs exemples. À la fin du second épisode de débordement, quelques jours après, nous avons constaté une forte mortalité piscicole dans plusieurs bassins. On a eu énormément sur le coup de mal à comprendre. On a même fait des recherches, je dirais, de pollution industrielle. Ça n'a absolument rien donné, avec les services notamment de l'OFB. En fait, la cause a été rapidement identifiée. On a fait des prélèvements avec l'OFB sur les poissons et dans l'eau. C'était une absence, une trop forte baisse du taux d'oxygène dans l'eau qui a entraîné cette mortalité piscicole. Due à quoi? En fait, il y a deux causes. La première, c'est, j'ai dit au début, vous vous souvenez, que les réseaux d'eau usée étaient saturés d'eau, avaient débordé. Des apports de nutriments, c'est-à-dire d'eau usée dans l'eau. Et à cause des inondations, il y a eu de la vase, on va l'appeler comme ça, des sédiments qui ont été brassés et qui, de la même façon, ont relâché des matières en suspension qui ont fait diminuer le taux d'oxygène. Donc voilà le genre de conséquences que peuvent avoir des inondations et que c'était quand même, ça faisait très longtemps, on avait déjà eu des épisodes, mais pour des causes aussi clairement identifiées que ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Voilà. Alors, une autre surprise, nous avons eu, ça c'était à l'été. Alors avec les services de la ville de Dourdan, on a été amené à créer une brigade choc que j'ai appelée dans des mails avec le maire de Dourdan, la brigade Sherlock Holmes. Pourquoi? En effet, il se trouve que nous avons eu des fortes odeurs de sulfure d'hydrogène qui sont apparues dans plusieurs maisons rue des Boucheries. Après, le comble, après la réfection du collecteur d'eau usée. Donc vous voyez, vous faites des travaux, améliorez les choses, et vous avez plus d'odeur. Les agents de la ville et ceux du syndicat, normal, brigade Sherlock Holmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planqué, pour savoir d'où ces odeurs pouvaient provenir. Nos fins limiers au nez affûté n'ont rien vu, mais ils ont senti ce phénomène aléatoire. Le mystère s'épaississait. Alors on a lancé l'enquête de voisinage, en remontant la canalisation, maison par maison. Au début, ça n'a rien donné, on a investigué chaque branchement. C'est fastidieux, ça a pris quand même plusieurs semaines. Et soudainement, bingo! Alors on a trouvé. Il y avait une pompe de relevage dans une résidence qui était aussi réelle, était dans le tampon, on la voyait, qu'inconnue, y compris du syndic, nous a-t-il dit. Il y avait une fosse, et enfin tout simplement que quand la fosse était en charge, la pompe se mettait en fonctionnement. De ce fait-là, elle brassait tout, y compris donc le sulfure d'hydrogène, et elle envoyait comme ça des bouffées dans le tuyau. Donc voilà. Alors maintenant, bien évidemment, ce qu'on a fait, on a imposé une maintenance et un meilleur fonctionnement. Mais voilà aussi ce qui, parfois, nous stimule le nez et l'intelligence des services en créant, vous voyez, des brigades atypiques que j'ai appelées la brigade Sherlock Holmes. Alors, il y a des choses aussi inattendues. À la suite des inondations sur la Pretzel, en amont, on s'est retrouvé avec une canalisation d'eau usée, parce qu'elles sont en général dans les berges. La berge a disparu et la canalisation s'est trouvée aérienne. Et vous voyez, les canalisations aériennes, c'est curieux, elles n'aiment pas trop. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de descendre sur le sol, toute seule, comme une grande. Elle s'est cassée, et donc l'eau usée s'est déversée dans la Pretzel. Donc là, intervention massive. Dans un sol boueux, évidemment, c'était pas au bon endroit, mais il faut le faire vite. Voilà, donc on se mobilise, nous et les sociétés dont certaines sont représentées. Dernière inattendue, je vais en rester là. C'est Olivier Thomas, si je me souviens bien. Pareil, à l'été dernier, une société qui vidange des fosses septiques ou des fosses industrielles a été prise sur le fait, en train de vider la citerne du camion dans un regard d'eau pluviale. Heureusement, grâce à la vigilance de la mairie, la mobilisation du syndicat, de l'OFB, de la gendarmerie, et après avoir pris des photos, un dossier complet a été monté pour ce flagrant délit de pollution quand même assez volontaire. Parce que le tuyau, il ne tombe pas par hasard, mais vous avez la photo du gars avec le tuyau dans le regard d'eau pluviale avec la citerne. Voilà. Alors,
Je vous ai dit, j'en parlerai pas longtemps, on va quand même dire un mot sur un certain nombre de travaux qu'on a, qu'on a lancés. Alors avant les travaux, je vous ai dit tout à l'heure qu'on savait quoi faire. Alors, je vais vous donner un exemple qui explique pourquoi on sait quoi faire et pourquoi j'ai été réticent quand la préfecture m'a demandé de faire un schéma directeur de schéma directeur. Je vais vous donner la liste de tout ce qu'on a déjà et je pense que j'en ai oublié. Étude de mobilisation des cours d'eau et d'optimisation de la gestion des ouvrages hydrauliques, étude des zones à risque de ruissellement rural, schéma d'aménagement des sous-bassins versants prioritaires, schéma de renaturation des cours d'eau, plan paysage du syndicat, schéma directeur des circulations douces, schéma directeur de la trame verte et bleue noire, stratégie pour les milieux naturels, stratégie foncière du syndicat. J'en ai oublié, voilà, pour faire court. Donc, je considère qu'avec tout ça, et très clairement, on sait quoi faire. Pas besoin de faire une nouvelle étude pour faire notre plan d'action. Voilà. Sinon, en termes de chantier, il y en a un très gros qui va revenir, qui caractérise un petit peu, la presse s'en est fait état, tout ce que nous faisons, qui est la réouverture de l'Orge à Juvisy, hein, en plein centre-ville. Il s'agit en même temps d'une réouverture de l'Orge dans ou avec ou pour un projet de ville, hein, avec la mise à l'air libre d'un tronçon de rivière dont, si vous regardez les interviews dans la presse, certains ignoraient complètement que le parking du centre-ville de Juvisy est au-dessus de la rivière. Hein. Donc le parking va être réaménagé avec de la verdure et on va infiltrer les pluies courantes. L'Orge sera renaturée et là où ce n'est pas possible, on va mettre des puits de lumière et on va faire d'ailleurs, il y aura une étude scientifique pour voir quel est l'effet des puits de lumière sur la faune et la flore. Parce qu'on ne peut pas réouvrir partout quand on est en plein centre-ville et on va voir ça. Hein. Donc ça c'est un projet majeur qui a été, où le syndicat a joué un peu le rôle d'ensemblier à la fois sur le plan technique pour le compte de la mairie, du Grand Orly Seine-Bièvre et d'ensemblier pour le montage financier. Et c'est nous qui allons porter le marché, même s'il y a de multiples partenaires. À Saint-Germain-les-Corbeilles, on a supprimé, autre exemple, un clapet infranchissable de 80 cm. Hein. Saint-Germain, qu'est-ce que j'ai mis? Les arpajons. Bon. Avec création de nouveaux bras, hein, dans le parc de la mairie. Comme j'ai dit tout à l'heure, nécessité fait, non pas obligation ni loi, mais fait volonté, on va dire. Hein. Nous sommes sortis de notre champ de compétences dans le domaine des ruissellements agricoles à travers le PAPI pour faire une étude de ruissellement. Et on a un premier projet qu'on a initié avec un agriculteur à Roinville pour replanter des haies. Ce qui pour nous est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Ça va au moins nous permettre de voir un petit peu comment on fait, etc. et d'essayer d'aller plus loin pour éviter ces ruissellements agricoles trop rapides dans la rivière. Et dernier point pour donner un petit clin d'œil, c'est une activité particulière et qui a été faible en 2024. Hein. Ce sont les actes d'acquisition de terrain, parce que notre stratégie est, autant que faire se peut, dans des conditions financières raisonnables, de préserver le fond d'allée en achetant un certain nombre de terrains pour en faire des zones naturelles d'expansion de crues. Parce qu'en terrain privé, comme je vous l'ai dit, c'est très 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 difficile, voire même parfois pas possible. Donc oui, on sait ce qu'on pourrait faire, mais juridiquement, on ne le peut pas. Hein, voilà. Au moins, quand on est propriétaire, là, on peut plus facilement, sous réserve de mettre des dossiers, de donner des dossiers à l'administration qui vont prendre plusieurs années, mais je vais y revenir. Hein, voilà. Donc, un grand merci pour faire tout ça. Donc, je peux vous dire qu'on s'appuie sur des équipes du syndicat qui sont très compétentes et très techniques. Tous nos fournisseurs, on ne fait pas tout seul, notamment les travaux, les bureaux d'études, les communes, parce qu'on voit bien que tous ces travaux, ils sont très généralement, je dirais, insérés dans un projet local. Ce n'est pas une réouverture claquement de doigts. Et d'ailleurs, il m'arrive assez souvent d'aller rencontrer des riverains ou des associations en appui de la mairie ou avec la mairie, peu importe. Hein. Je dirais, quand il faut expliquer, nous, notre rôle, la mairie, parlant du projet d'aménagement, c'est ce qu'on a fait à Juvisy. On a, je n'oublierai pas aussi, les autres partenaires, notamment financiers, l'agence de l'eau, la région, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pour conclure, j'aurais pu immédiatement vous souhaiter mes bons voeux, mais il y avait un certain nombre de sujets qui me tenaient à cœur, et je me suis dit comment conclure sans trop lasser. Hein, voilà. Alors j'ai inventé une petite conclusion que je vais vous lire. Chers amis, je vais vous conter une histoire qui vient à propos de surgir de ma mémoire. Il était une fois un bourg, dit le Rouillon, pourvu depuis longtemps d'une station d'épuration. Mais celle-ci, au fil du temps,
faute d'entretien, déversaient les eaux usées sur le champ voisin. Cela n'échappa point aux zélotes du règlement qui adressèrent une mise en demeure promptement. Le bon syndicat, en charge de ladite affaire, élabora un beau projet pour la refaire. Tout cela fut très rapidement préparé afin de satisfaire au dogme précité. Mais les bigots de la réglementation impérieuse s'inquiétèrent d'Orechef que les eaux sales et boueuses avaient sans nul doute fait advenir une zone humide, fut-elle remplie d'eau usée à l'odeur putride. Or, jamais une zone humide ne sera détruite avant que d'être préalablement reconstruite. Que ce cloaque nauséabond fut la suite d'un défaut n'était point un argument accepté par les bigots. Un pieux courrier leur demanda une indulgence pour remplir la mise en demeure de toute urgence. Cette supplique fut immédiatement rejetée, car nul ne saurait oser ainsi bafouer les sublimes écritures administratives dont nul n'ignore qu'elles sont coercitives. Fussent-elles impossibles ou contradictoires, car de leur respect, tu te feras un devoir. Aux injonctions contradictoires, les élus doivent répondre sans céder à la tentation de se morfondre. Les communes, sous l'autorité de l'État régnant, sous les ordres centralisés, peignent grandement. L'administration exige de respecter la norme, mais les ressources manquent pour rester conformes. Il ne resta plus à l'Assemblée des élus que de se rendre en pénitents abattus, mobilisés, convaincus de leur bonne foi pour tenter d'obtenir une entorse à la loi. Nul ne sait si cet appel à l'intelligence sera suivi d'un signe de bienveillance. La morale de cette bien curieuse histoire, car il en faut une avant de boire, entre le règlement et le raisonnement, personne ne sait jamais prédire le dénouement. Bonne année à tous.